Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette nouvelle semaine sur Sport FM. La radio qui mouille le maillot dingue de sport est en place. Merci de nous faire confiance. 3 sur 3 pour Gomido en championnat. Les Showboys dominent Doumbé 2-0 et sont désormais seuls leaders de la compétition. Le derby thème enlevé par Semassi devant Unisport 1-0. Les 3 premiers points de la saison pour Asco et ASK. Dito Ekbikenti ont 0 points sur 9 possibles. Qu'est-ce à dire? On parlera également de l'acte 2 de la D2 nationale de football mercredi. À suivre dans la poule A, Étoile filante olympique de Vaud municipal ou encore à Gaza, à Esfosa, à Gossime. Dans la poule B, on aura Tchaoudio Athletic Club CDF Aknour, à Sokode Ifodie face à Arsenal, à Attaque Pamé. Dingue de sport invite aujourd'hui Latif Yorouma, Roméo Etor, Grégoire Attignon, Angelo Folikoué. Merci de nous faire confiance. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans. On va saluer les invités. Roméo Hitor, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous les invités, à tous ceux qui nous écoutent également sur la radio qui mouille le maillot. Angelo Folicou, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon qui est de retour du stade municipal de Lomé après le match entre ASOTR et puis Dito. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Yorouma, lui, il a fait un long voyage. Il était à Sokode pour ce derby team, finalement gagné par les grands frères, on peut le dire. Les guerriers ont pris le pas sur les académiciens. Bonjour, bon retour. Merci Franck, bonjour à tous, bonjour à tout le plateau, bonjour aux éditeurs. Très bien, on va commencer par parler des éliminatoires 2026 qui s'annoncent. Dans une dizaine de jours, le Togo doit faire le déplacement là-bas, en Libye. Et pour ce match contre le Soudan, ce sera précisément à Benghazi pour la première journée de ces éliminatoires. Roméo Etor, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette sélection? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était face aux requins bleus. Ouais, le Togo qui a fait un bon match. Maintenant, après cette rencontre, on ne sent plus rien. On a l'impression que l'équipe n'existe même plus. Et ça craint, puisque c'est dans 10 jours seulement que le Togo va faire sa première sortie. Et jusqu'à présent, on ne sent rien. On se demande si le Togo a pour objectif ou mission ou ambition d'aller à cette coupe, à cette Coupe du Monde. C'est la question que moi je me pose, puisque jusqu'à présent, je ne sens rien. Angelo Folicou, vous peut-être dans les secrets des dieux? Ah non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis dans aucun secret. C'est quand même étonnant, d'autant plus que dans d'autres pays, les sélectionneurs ont déjà commencé à déclarer justement leurs 25 ou 23. C'est vrai que pour la prochaine CAN, on parle de 23 joueurs et non de 25. Comme entre-temps, la Covid était passée par là, on a essayé d'allonger un tant soit peu. Bon, peut-être cette semaine, qui sait, Paulo Duarte fera une sortie pour annoncer les joueurs qui seront convoqués, notamment pour ces deux explications. On parle du 16 et du 21. Les dates ont été déjà fixées. L'inquiétude demeure, à mon humble avis, surtout quand on considère tout ce qui a été fait après le match contre le Cap-Vert, où on a connu ces problèmes de primes. Je pense qu'il y a eu une cassure qui s'est installée. J'espère simplement que Paulo Duarte et son board ont essayé de retroucher les manches et de discourir ou de parler avec les joueurs, parce que c'est quelque chose de très important. Souvent, on oublie l'aspect psychologique qui entoure cette sélection. Aujourd'hui, il est vrai, on est en pleine reconstruction, en pleine refonte. On est en train de mettre en place une équipe qui semble petit à petit ambitieuse, mais quand les conditions ne sont pas réunies autour, vous pouvez avoir la plus grosse motivation au monde, mais quand ces contours-là ne sont pas réunis à un moment donné, on est des humains, quoi. Vous n'êtes pas totalement engagé dans la situation. Donc, nous croisons les doigts que d'ici peu, peut-être les choses se font dans les couloirs ou en coulisses. Peut-être qu'on sera surpris, mais de façon agréable. On attend de voir. Grégoire Attignon, y a-t-il lieu de s'inquiéter puisque le Togo, normalement, ne devrait pas avoir pour ambition de se qualifier pour cette Coupe du Monde? Mais quand même, en s'engageant
dans ces éliminatoires, c'est quand même avoir une ambition. Est-ce c'est de s'arrêter donc au premier tour de ces qualifications quand on sait qu'il y a également un deuxième tour de cadrage qui aura lieu? Est-ce que l'objectif c'est de seulement disputer donc la phase du premier tour et puis s'arrêter là-bas ou bien aller pourquoi pas donc au barrage quand on sait que le Togo ne s'est plus qualifié pour les Coupes d'Afrique des Nations? Ça fait 3 éditions et donc quelque part il faut dire que cette équipe est attendue. Maintenant, parlant de cette équipe, on n'a pas de nouvelles de cette équipe parce que le Togo n'était pas présent lors des journées FIFA, des récentes journées FIFA. Le Togo n'a pas disputé des matchs amicaux. Les matchs annoncés ont été finalement annulés, ce qui veut dire qu'on n'a pas de nouvelles de l'équipe nationale togolaise. Maintenant, nous sommes à quelques jours du regroupement. Pour le moment, on n'a pas encore la liste de ces éperviers-là qui seront convoqués par Paolo Duarte. C'est un peu compliqué. Et quand on sait que Paolo Duarte, lors des matchs déjà disputés pour le compte des éliminatoires du mondial passé ou encore de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo a toujours mal entamé ces éliminatoires-là. Le Togo a mal entamé. Quand on prend les éliminatoires du dernier mondial face au Sénégal, le Togo avait perdu, même accroché ici à Lomé avant donc de prendre des points à l'extérieur. Pour les éliminatoires de la CAN 2024 qui va se jouer également en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Le Togo qui a été accroché à domicile et puis battu par le Cap-Vert. Ensuite, le Togo qui perd devant le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est ça qui rattrape un peu cette équipe-là. Est-ce qu'on va encore commencer ou bien continuer dans la même lignée, démarrer les éliminatoires par des mauvais résultats et après se rattraper plus tard? Je crois que en principe, cette équipe devait mieux préparer ces éliminatoires-là quand on sait que le Togo ne sera pas à la Coupe d'Afrique des Nations et peut prendre comme objectif ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, Latif Yourma, le problème c'est de n'avoir pas disputé de match amical lors des dernières journées FIFA. Ça pose problème? Ce n'est pas véritablement le seul problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas véritablement d'objectif par rapport à ce dans quoi nous engageons. Par exemple, les éliminatoires du Mondial 2026, c'est quoi l'objectif du Togo? On n'en sait rien. On joue pourquoi par cette compétition-là? Est-ce qu'on prépare l'équipe pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations ou on va aussi... Paolo Duarte a dit que c'est une compétition à prendre très au sérieux, même plus que les éliminatoires de la CAN. Ce n'est pas en réalité à un entraîneur de fixer des objectifs. Peut-être on lui a dit des choses. Oui, mais on a dit des choses. Mais le Togo n'appartient à personne, n'appartient ni à Duarte, ni à Madame le ministre, ni au président de la fédération. Le Togo appartient à nous tous. Dans ce cas, qu'on nous dise véritablement que voilà ce que nous voulons pour notre équipe. Vous avez parlé des matchs amicaux. Oui, on n'a pas joué, ce n'est pas bien pour nous. Mais au-delà, si on a un objectif clair, on saura par exemple comment travailler. Paolo Duarte est sur le terrain depuis un moment. Le championnat a commencé, on l'a vu un peu partout, c'est bien. Mais avec quel effectif il compte par exemple jouer l'effectif qui a joué contre le Cap-Vert, peut-être. L'effectif qui a joué contre le Cap-Vert, oui. On a joué contre le Cap-Vert il y a 2 mois aujourd'hui. Oui. Est-ce que les mêmes joueurs sont encore véritablement en forme, en compétition? Le championnat a commencé. Et quand vous prenez notre championnat, je dis, il y a peut-être des choses dedans à prendre. Et ces choses dedans, ça ne peut pas directement donner un résultat. Mais ça peut donner un résultat dans un temps peut-être moyen. On peut prendre par exemple, bon ok, vous savez mon favori depuis un moment c'est Uro Gafo Suleiman. Le joueur de Gomido. Le joueur capitaine de Gomido. Ouais. Il y a les joueurs comme Yakubu Taoufik qui retrouvent de la forme au niveau donc de l'AC Barracuda. D'autres joueurs également. Hein. Il y a Ekouefoli de Tambo. Je dis qu'on peut repartir de quelque part. 1 an, 2 ans, mais au Togo, on se trompe. On n'a jamais d'objectif. On dit Paolo Duarte, il est venu, il va travailler comment? Parce que le monsieur veut gagner. Voilà pourquoi il va chercher des gens en Irak, des gens au Kosovo, des gens en Belgique. Il veut gagner. Mais si on lui dit, monsieur, prenez votre temps. Nous, on veut, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, une équipe pour soulever les montagnes. Il va commencer à préparer quelque chose. Mais quand c'est dans le vide, c'est l'entraîneur même qui dit, c'est sérieux. Même si c'est sérieux, le Togo peut lui dire, monsieur, nous, on ne veut pas aller à la Coupe du Monde 2026. Parce que des fois, une qualification aussi, c'est des problèmes. Au Togo, quand vous vous qualifiez... en 2006. Quand vous vous qualifiez pour certaines compétitions, vous vous qualifiez pour des problèmes. Et là, voilà pourquoi quand il y a l'occasion, il faut passer dessus. Non, ce n'est pas quand il y a l'occasion. Commençons par respecter véritablement notre cahier de charge. C'est-à-dire, Paolo Duarte compose-nous une équipe compétitive. Je dis, pour gagner, il faut une génération.
que des joueurs jouent 2, 4, 6 ans ensemble. On parle d'une génération et cette génération-là peut aller gagner quelque chose. Mais quand on déplace les pions, aujourd'hui c'est Issoufou, demain c'est Komla, le lendemain c'est Israël. Moi je dis franchement, ce n'est pas trop bien quand on voit comment on travaille. Le Togo qui rentre, on va dire, dans une course contre la montre, encore une fois, dans une dizaine de jours. Le premier match de ces éliminatoires prospère beaucoup, tout va bien, on a bien commencé la semaine. Oui, on a bien commencé, par la grâce de Dieu. Oui, vous voyez le Togo comment dans une dizaine de jours face au Soudan? Bon, je crois que moi, je partage l'avis de mes collègues autour de la table. On doit tout simplement se focaliser sur le long terme. Hein. Le court terme, pour moi, ça reste une aberration parce que les objectifs, il faut les définir et avoir les moyens et les éléments pour animer cet objectif-là. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les 10 matchs en aller-retour à venir? Oui, il faut essayer. Il faut toujours commencer par essayer trouver le bon ancrage parce que parfois il y a du saupoudrage. Lorsqu'on réussit un match, 2 matchs, 3 matchs, on se dit bon, on est en forme et patati patatra, on en arrive à un certain moment donné où on n'a plus les clés en main. Donc je crois que Latif vient de le dire, il faut plutôt demander à l'encadrement technique un travail sur le long terme. Pour moi, je pense que et préparer les gens à ce que ce n'est pas parce que c'est le Soudan et si le Soudan gagne, on dirait que c'est ce Soudan. Le Soudan était à la CAN. C'est-à-dire que les gens partent sur des objectifs. Nous, ici, on veut toujours gagner, mais on n'a pas les éléments pour. Donc, pour moi, laissons le temps à Duarte. Demandons-lui de faire un travail sur le long terme et je crois il a déjà fait 2 ans. Hein. Mais 2 ans, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop peu. Et puis vous allez voir qu'on est parti donc de rupture en rupture. Voilà. On a commencé quelque part, on a arrêté, et puis les influences qui sont autour de l'équipe nationale également, il faut les casser. C'est quelqu'un qui veut que son ami joue, son frère joue, parce qu'il y a des petits perdièmes là à partager. Il faut casser toutes ces mythes-là pour pouvoir aller de l'avant. Très bien. On espère que le Togo va pouvoir commencer dans les meilleures conditions cette compétition à venir. Mais là, on croise les doigts. Parlons maintenant championnat national de football de première division, saison 2023-2024. On a déjà bouclé 3 journées de la compétition. Et celui qui fait, on va dire, la curiosité, pas la curiosité, qui fait la réussite en ce début de saison, c'est bien Gomido qui aligne 3 sur 3. Mais on se disait, oui, Balo Dossé, qui est le nouvel entraîneur de cette équipe, a sûrement bien préparé cette saison. Mais on n'est qu'à 3 journées de la compétition, c'est pas encore fait. D'ailleurs, on va l'écouter après sa victoire sur Doumbé 2-0. Ce match nous tenait vraiment à cœur parce qu'on voulait faire la phase de 3. Et on sait que ça va pas être facile contre une très bonne équipe de Mango. Maintenant, on l'a fait, il faut passer à autre chose. Non, il n'y a pas de secret dans le football, c'est le travail. Demain, on verra ceux qui sont encore aptes à jouer ou pas parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui se plaignaient un peu. Donc on va essayer de voir, on va essayer de travailler en fonction de ça. Pour le moment ça marche, là on peut dire merci parce que je le fais en fonction de mon effectif. Je ne peux pas tout dévoiler non plus à la presse. Donc c'est vrai que c'est pas facile là. Parce que pour le moment ça marche, tant mieux pour nous quoi. Pour le moment, ça marche, il faut toujours travailler et ça marche tant mieux. Prosper, ça fait la 2e fois que vous suivez ce club à domicile. Mais qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui fait la force justement de Gomido? C'est parce qu'on ne joue pas encore les grands ou c'est quoi? Non, j'ai comme l'impression que c'est une équipe qui s'est donnée pour objectif la constance. On a tendance à croire que les matchs pour Gomido sont faciles. Mais hier, il fallait donc voir une équipe de Doumbé que je salue vraiment par son bravoure, par sa bravoure plutôt, et qui a donné donc du fil à retordre à cette équipe de Gomido de la première mi-temps. C'est une équipe bien coachée qui a de l'endurance, qui a de l'embonpoint, qui a le germe donc de l'efficacité, mais qui a manqué de susciter un peu plus d'engouement et de plonger l'équipe de Gomido dans le doute hier, parce que la première mi-temps a été considérablement dominé. Mais je crois que la touche d'Abalo Dossé, c'est là où moi je lui ai dit, franchement, par rapport à Asco, c'est maintenant que je ressens lui qu'il est vraiment, c'est-à-dire son travail. On sent déjà son impact, ça touche. Oui, ça touche. C'est vrai. Oui, ça touche parce que vous allez voir un entraîneur très calme qui, même dans les moments les plus difficiles de son équipe, continue par les encourager, c'est-à-dire à faire son travail et
en fin de compte, il fait 2 changements comme d'habitude. Et ce sont ces 2 changements qui apportent vraiment le flux qu'il fallait pour pouvoir changer toute la donne. Et hier... Comme la dernière fois, quand il fait rentrer Kafando pour aller chercher le doublé. Le doublé et le Dossard 2 qui... Le 2 et le 10. Ridouane. Voilà. Radi. Voilà. C'est les 2 qui arrivent et qui repositionnent l'artificier sous Gafo. Et ça change complètement le jeu. Et ça a fait hier également qu'on a été très admiratif. Et même l'entraîneur de Doumbé Kissimbo a reconnu vraiment l'efficacité donc de son alter ego hors micro. Et il nous a dit que vraiment il décèle à Abalo une certaine génie et qui fait quand même de lui aujourd'hui un des entraîneurs les plus reconnus. Donc je dirais tout simplement que Gomido, c'est aussi l'état d'esprit. Et il fallait voir à la fin du match le président, tous ceux qui entourent cette équipe ont apporté donc du soutien à cette équipe, comme si c'est maintenant que le match allait commencer avec des promesses. Je crois quand même que au-delà de tout ce qui se passe sur le terrain, on a tendance à croire quand même qu'il y a aussi de la motivation derrière qui fait que l'équipe, quand il arrive, et il y a une communauté, une union d'esprit autour de l'équipe même. Donc vous allez comprendre qu'il y a une collégialité. Ce qu'Abalo a cultivé à ses joueurs, c'est de s'entendre, de se communiquer. Et ça, je crois quand même, cette solidarité-là, ce n'est pas forcément que Gomido est l'équipe la mieux, je dirais tout simplement, structurée par rapport aux autres, ou bien est les meilleurs joueurs, mieux que les autres équipes. Doumbé aussi l'a prouvé hier. Donc je crois quand même que c'est ce langage de communion qui est autour de cette équipe qui lui donne cette force-là. Et très hier, bien. elle l'a encore exprimé avec une première mi-temps difficile et une deuxième mi-temps où les 2 buts ont été marqués dans le même système, avec un centre de notre ami Souleymane Gafo. Et les 2 buteurs ont sauté plus haut que le gardien pour marquer le but. Voilà. Avec le bras tendu. Non, pas le bras tendu. Ils ont dominé la défense pour marquer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Abalo? Il fait un très bon début de saison. 3 sur 3, 9 sur 9 possible. Pour le moment, rien à dire. Mais il confirme tous les biens que l'on pense de lui. D'aucuns pouvaient dire qu'avec Asco, il avait tout. Maintenant, il commence avec une équipe, c'est vrai, qui n'est pas forcément l'équipe favorite de ce championnat. Ouais. Mais Abalo est en train de faire un travail et il a dit aux gens qu'il n'est pas venu comme un sauveur pour faire remporter le championnat à Gomido. Mais ils vont travailler sur la durée. Et s'il y a une occasion, ils vont la saisir. Je pense que c'est le discours de l'entraîneur. Et c'est un entraîneur aussi qui attire de la chance sur lui parce que c'est un entraîneur qui ne bavarde pas, qui ne parle pas beaucoup, mais qui sait ce qu'il fait. Il sait là où il veut aller. Et donc, je pense que si on lui fait confiance et que le public, je le dis toujours, aujourd'hui ça marche, tout le monde est content. Lorsque Gomido va traverser des moments difficiles, il faut que ce public soit solidaire et soudé derrière Abalo et ne pas tenir des propos qui peuvent également décourager l'entraîneur. Ouais, on l'a vu ici à Lomé face à l'AS Auxerre. Mené après, avec son calme, il a réussi à renverser une situation qui était compliquée au départ pour gagner finalement 3-1. L'AS Auxerre, Angelo Foliko, oui, Abalo Dossé, c'est quand même un coach qui a 2 titres de champion, c'est ça, avec Asco. Avec Asco, déjà, il a réussi à qualifier le Togo pour le CHAN. On peut dire que c'est quelqu'un qui prend chaque saison des galons. Des galons, je pense qu'il en a déjà. Vous l'avez dit, avec Asco, on a vu combien de fois ça a été apparemment un long fleuve tranquille. Hein. Ce n'était pas forcément des adversaires de haute facture en face de lui. Pour le cas Gomido, on se rappelle, hein, quand vous rentrez dans les archives, Gomido avait fait un début de saison comme ça en 2017-2018. Ouais. C'était un chassé-croisé entre Gomido et Koroki. Ouais, et à la fin, on a vu qui a remporté le championnat. Ouais. La saison qui a suivi également, Gomido avait démarré le championnat de cette manière. Et sauf que, oui, comme on le connaît tous, hein, le championnat, à un moment donné, il y a des mauvais moments, mauvaises passes. Il a trébuché dans les playoffs. Dans les playoffs, c'était compliqué. Ce que moi j'apprécie chez le monsieur, c'est ces 2 choses. D'abord, cette sérénité qu'il a à lire le jeu, parce que très souvent, on a des entraîneurs, malheureusement, qui, sur un changement ou bien une façon de lire le match, ils ne le font pas. Le match était à leur portée, mais ils le perdent. Ou soit
dans le match, il suffisait peut-être de rester derrière, de bloquer justement les offensives de l'équipe adverse. Malheureusement, on ne le fait pas et puis on perd le match. Donc pour moi, cette sérénité, elle est très importante. La deuxième chose, ou la seconde, c'est que c'est un effectif qui n'est pas forcément pléthorique. Ça, je pense que la pré-saison, quelque part, est en train d'être un point positif pour Abalo. Donc, il se remet à travailler sur la cohésion, la complémentarité, l'implication personnelle et collective des joueurs. Pour terminer, quand vous prenez De Souza Savant qui disait la dernière fois face à Barracuda qu'il n'a pas fait son meilleur match, il n'a pas fait ce à quoi il s'attendait et que lorsque les matchs vont s'enchaîner, il va s'améliorer. Il a marqué, je pense, la dernière fois. C'est juste pour dire que quand un joueur s'implique de façon personnelle dans le projet du jeu de l'entraîneur, il donne tout sur le terrain. Pour l'instant, ça marche. 6 buts marqués, 1 encaissé. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais pour un début de championnat et on va aller sur un autre match. Oui, mais il faut aussi très rapidement. Abalo reste toujours invincible en championnat. En championnat, Abalo fait quand même. À cheval sur 2 saisons. 3 saisons. Ça fait 3 saisons. Avec Asco. Avec Asco, 2 saisons. Et pour le moment, avec Gomido. Ça, c'est de très bonnes statistiques pour lui. Ouais. Alors, celui qui arrive à suivre le rythme, celui qui arrive à suivre le rythme imposé par Gomido pour le moment, c'est bien l'AS Tambo qui a réussi 2 victoires. Un match nul sur l'ensemble des 3 journées. Et la dernière victoire, c'était face à Kakadol qui également n'avait pas perdu avant cette 3e journée. 2-0 à l'arrivée. Donc voilà, c'est dire aussi que oui, l'AS Tambo, en ce début de saison, se comporte bien au-delà de ce qu'on peut dire. Oui, vous savez, c'est un peu le contraire de la saison dernière. On sait que la saison dernière, Tambo a gagné son premier match et Tambo a traversé, j'ai bien envie de dire, la première phase du championnat. Ils ont fait plus de 10 matchs sans connaître de victoire. Mais cette saison, après 3 matchs, ça fait déjà 7 points. Avec un bon comportement et dans le contenu, lorsque vous suivez un peu ce qui se dit autour. Vous savez, cette équipe s'est préparée mieux. Il y a eu beaucoup de matchs amicaux, il y a eu un recrutement qui a été fait. Et puis, écoutez, la stabilité, parce que Maurice Noussoudien était là la saison dernière, c'est lui également qui est là, tout doux, pas trop de bruit. Je crois que c'est ce qui explique un peu ce début, je ne veux pas dire un canon, mais ce début, en tout cas, acceptable de l'AS Tambo. Vous savez, c'est bien de se mettre déjà à l'abri, parce que ce championnat, il est particulier. C'est 4 qui vont tomber, et personne ne voudrait être dans ce lot-là. Il faut commencer à se mettre à l'abri, surtout gagner pratiquement les matchs à domicile, parce qu'une équipe qui gagne tous ses matchs à domicile, qui peut se permettre de perdre tous ses matchs à l'extérieur, sera toujours dans le ventre mou du classement. Et c'est ce que beaucoup de clubs, en tout cas, voudraient faire cette année. Personne ne voudrait peut-être aller au purgatoire, mais tout le monde ne pourra pas aller aussi sur le continent. Donc, au moins, restez là dans l'élite. C'est très difficile de manger la sauce de Tambo. Elle est très pimentée. Ça, c'est clair. Maurice Noussoudien. Il faut féliciter les garçons. Il y a cette volonté, cette capacité à aller chercher la victoire. La première partie a été timide pour nous. On n'a pas pu mettre le pied sur l'accélérateur face à une équipe qui a fait un bloc pas trop bas, mais un peu médian. Ça leur permet de bien coulisser, de nous gêner. Parce qu'avec la façon dont nous jouons, il faut nécessairement procéder par de petites passes et puis avancer avec. Ça a été difficile en première partie. Deuxième partie, ils sont un peu crispés. Surtout que ce coup franc magistral est arrivé pour pouvoir leur permettre d'aller chercher une égalisation éventuelle. Ce qui a compliqué leur tâche. Ça fait que nous, on n'a plus le dessus finalement. Maurice Noussoudien, l'entraîneur de l'AS Tambo, devant Touré Assimio. En face, c'était Kembe Amako qui avait envie quand même de rentrer avec le point du match nul. Mais la défaite est bel et bien là. Cet après-midi, ça n'a pas marché. Ils ont d'arracher les 3 points au plus des cas. Match nul. Ouais, le jeu s'est bien déroulé dans l'ensemble. Toutes les équipes se valent. Le jeu était bien posé tactiquement et techniquement en première partie. Et à la reprise, sur une première boulette du gardien, on prend un but. Et du coup, psychologiquement, le gardien vraiment est perdu. On a su le travail. Une seconde boulette encore arrive. On prend 2 buts et c'est une défaite ce soir. Les 2 buts, on n'était pas déçus parce qu'on sait que c'est des erreurs du gardien. Il fallait vraiment travailler en bloc pour pouvoir essayer de remonter le moral au groupe. On a poussé. Certes, l'adversaire était vraiment placé. Et la confiance est dans l'adversaire vraiment a enrayé tous les dangers.
Kembe Amako, Kakadel a pour ambition de se maintenir. Hein. Pour le moment, il n'y a pas d'ambition démesurée. On veut rester dans le lot, essayer de suivre le rythme petit à petit à la fin de saison. Le résultat, on est en première division pour le compte de cette saison. Alors, les chauffeurs de la COSA ont su maîtriser un peu leur volant. C'est sur le dernier match. Ils ont pu gagner, mais ça n'a pas été facile face à la Barracuda. C'était sous les yeux d'Angelo Folikoui. C'était un but sur pénalty dans les derniers instants de la partie. Ça a fait graisser des dents. Hein. Ce match-là, on était tous témoins. C'est-à-dire que c'est un match qui s'acheminait tout doucement vers un 0-0. N'ayons pas peur des mots. Tactiquement, j'ai été satisfait sur ce que les deux coachs ont proposé. En même temps, c'était teinté de peur, de méfiance, d'hésitation. Les deux attaques n'ont pas vraiment fonctionné, à part la Sanasila qui, entre-temps, a essayé de chauffer un peu les gants de Kagbata Oli. Mais quand on va vers la fin de match, la SCK avait commencé à mettre une forme de pression. Sur 2-3 minutes, on se disait, tiens, l'équipe peut-être veut tenter quelque chose puisqu'elle faisait le déplacement de la capitale. La SCK n'a pas encore gagné de match depuis l'entame du championnat. Ouais. Et puis, comme un coup du sort, parce que c'est ce qu'on ne comprend pas dans un match de football. Autant ils ont été, les joueurs de Barracuda, je ne sais pas si je dois dire s'ils ont été suffisants ou bien ils croyaient déjà avoir tenu, le 0-0. 4 minutes de temps additionnel, souvent on le dit, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore avoir un temps additionnel dans le temps additionnel. Et bon, Joe Agbo, je pense que il n'était pas verni. Hein. Le malheureux. Deux faits dans ce match. Il sort. Son gardien était là, par Ossier. Je ne sais pas pourquoi il a manqué de communication. Joe Agbo qui, de ma position, c'est vrai, le bras n'était pas aussi trop décollé pour dire qu'il a fait sciemment. Mais bon, l'arbitre a estimé qu'il y avait pénalty. Il a tout de suite décidé, ou bien pointé le point blanc dans la surface de réparation. Mais ce qui est également intéressant, c'est que c'est l'assistant qui l'a conforté. Tout de suite, l'assistant a quitté sa zone pour aller rester sur la ligne collée, justement, pour conforter son directeur de partie du central, pour valider le pénalty. Et de second fait, ce qui est quand même assez curieux, Abdul Razak Koulibaly rate son pénalty, puisque Parossier l'a repoussé. Mais curieusement, les défenseurs de Barracuda, ils ont pris le temps de pouvoir contester le pénalty. La concentration est partie. Quand le gardien repousse le ballon, mais le ballon est remis en jeu. Dégagé. Mais vous devez être prompt, plus rapide que le tireur. Mais malheureusement, Abdul Razak Koulibaly, en 2 temps, envoyait encore le ballon au fond des Philippe. Je pense que c'est resté au travers de la gorge. Hein, quand on écoute un peu Kourabodji, il n'était pas du tout content. Mais bon, c'est son avis aussi. Mais quand même, ce ASCK-là, attention, s'il faut jouer comme ça à chaque match, ça va être très compliqué pour la suite de la saison. Parce que ça manquait de vitesse dans les accélérations. C'était trop lent. Pour un vice-champion du Togo. Ben, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir encore changé, modifié l'effectif. Mais attention, pour terminer en disant, s'ils n'ont pas été sur le continent, on comprend pourquoi. Parce que cet effectif-là, sincèrement, ne peut pas dominer notre championnat actuel. Jonas Kokou-Komlan, qui était un peu sous pression avant cette rencontre, a finalement pris les 3 points. On va l'écouter. Cette année, les équipes se valent. Quand vous regardez le début du championnat jusqu'à cette 3e journée, toutes les équipes se sont préparées. Tous les matchs seront difficiles, tous les matchs seront durs à jouer. Le plus important, c'est de prendre les 3 points. Nous, on en avait besoin. Après 2 journées, il fallait gagner ce match aujourd'hui. À un moment donné, on a fait un changement tactique. On a fait sortir un milieu offensif qu'on venait de faire rentrer pour mettre un attaquant supplémentaire, mettre un peu plus d'impact offensif. Ça a payé. On a cru jusqu'à la dernière minute. C'est bon à prendre. Au fur et à mesure, on va corriger certaines choses. Mais pour ce début de championnat, je vous dis, c'est bon toujours de prendre les 3 points. Même si c'est 1-0, la manière importe peu. Mais la victoire, c'est le plus important. Visiblement, vous appréciez ce que votre alter ego a proposé. Ah oui, ils nous ont posé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ce championnat de cette saison, ça va être un championnat dur. Les victoires, il faut les prendre dans le feu. C'est déjà bon pour le championnat aussi, le niveau du championnat. Si les 16 équipes se valent, c'est bon pour le football togolais. Aucun point ne sera donné gratuitement, semble-t-il dire. Ça a été compliqué pour prendre ces 3 premiers points de la saison. On va écouter aussi l'autre camp, l'adjoint de Fiaboué, Kofi Sena, qui était en obsèques, qui devait faire des obsèques de son papa. On lui présente toutes nos condoléances encore une fois. Kourabodji. Tactiquement, les 2 équipes étaient en place. Jusqu'à la fin, les gens ne croyaient pas qu'il y aura un but.
Mais l'arbitre avait décidé autrement. Sportivement, on prend ça. Mais si vous voyez tactiquement et techniquement, ils sont plus un peu supérieurs par rapport à Aseka. Ils sont un gros morceau, mais le football change. Il faut avoir les mentalités. On a mis quelque chose en place depuis 3 mois. Les 3 matchs qu'on est en train de jouer, ça commence à venir. Mais les arbitres, il faut les voir toujours. L'arbitre est un peu penché. Le penalty, est-ce que c'est penalty? Vous pensez qu'il n'y a pas penalty? Bon, pour moi, c'est pas penalty. S'il y a penalty, il y avait eu une faute de Bilal. Restons sur le penalty. Oui. Il a touché le ballon de la main. Non, non, non. Ici, là, c'est pas penalty. Vous êtes sûr que de votre position, vous avez tout vu? Est-ce que l'arbitre, il dit la vérité? Pourquoi les gens crient? Même si je peux faire une faute, mais je ne peux pas aller chez l'arbitre. Mais dès que je m'en vais là-bas, je sais que je suis fautif. On nous a gagné, on va retourner à la maison. Mais à ces cas, est-ce qu'eux-mêmes ils sont contents? Vous voyez le banc, ils ne sont pas contents. Koura Bodi, l'entraîneur adjoint de l'AC Barracuda, qui dit pas de pénalty. Il y a une discussion qui s'est installée entre lui et Angelo Folicou, vous les avez suivis. Voilà, c'est. Mais ça pose déjà encore une fois le problème de l'arbitrage, Roméo. Oui, ben, c'est vrai que j'étais au stade. C'est difficile d'apprécier cette faute. Mais ce qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est le comportement de l'arbitre assistant. C'est vrai, Angelo a dit qu'il a reconforté l'arbitre dans sa décision, mais le jeu se déroule dans le champ de l'arbitre assistant. S'il y a pénalty, c'est lui qui devrait soulever le premier son drapeau. Il n'a rien dit. Il n'a pas fait. Il n'a rien dit. C'est quand l'arbitre a sifflé pénalty, il a quitté sa zone pour venir à la hauteur de la surface de réparation. Déjà, ça pose problème. Ça pose problème. Vraiment. Vraiment. Le président de la fédération a demandé aux arbitres d'être honnêtes, d'être justes avant le coup d'envoi de la compétition. Et ça, là, c'est un point important, hein, l'arbitrage dans ce championnat. Oui, parce que s'il s'agissait d'une erreur, cette erreur-là a influé sur le résultat final. Et c'est assez grave. Moi, je me dis, est-ce qu'il y avait une main? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de main? Je ne sais pas. Autrement, vous n'étiez pas là. Vous ne devez pas j'étais savoir. là. C'était samedi, ok. J'étais là. J'étais là. Ça suppose que justement, c'est discutable. C'est discutable. Ouais. C'est un penalty discutable. Alors que quand il y a penalty, il faut qu'il soit indiscutable. Mais celui-ci est discutable. Et là, Roméo l'a dit. Si véritablement il n'y a pas penalty, celui qui devait prendre la lourde sanction, c'est le premier assistant. Parce que je dis, c'est lui, c'est dans son champ. L'arbitre, c'est vrai, a été trop prompt. C'est-à-dire, il n'a pas... Mais c'est le premier assistant, il avait la responsabilité soit de signaler en premier s'il y avait faute. Il a aussi la responsabilité de déjuger ou d'aider son arbitre en lui disant il y a pénalty, non, il n'y a pas pénalty. Il a été le premier à courir, à se pointer au niveau de ces messages. Je suppose qu'il reconforte l'arbitre dans sa décision de prendre pénalty. Alors que voilà, c'était au terrain, je dis, quand toujours sur un pénalty, vous prenez 2 personnes. Une personne dit il n'y a pas pénalty, l'autre dit il y a pénalty, c'est déjà un problème. Ouais. Il faudrait que véritablement il y ait une certitude autour des pénaltys et c'est ce que notre ami n'a pas su faire. Maintenant, là où aussi je n'ai pas trop compris les défenseurs et le gardien de Barracuda. Ils ne se sont pas parlé? Non, c'est quand le gardien repousse le pénalty et que Koulibaly remet le ballon dans les filets. Il conteste. Il conteste. Quoi? Non, mais il conteste. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Mais quand on est en première division, mais écoutez, on doit... ça, c'est les règles minimales. C'est les règles minimales. Latif, à la fin du match, je me suis approché du gardien pour lui poser la question. Baroussier. Pour lui demander pourquoi il conteste. Il me dit que non, que lui... il n'était pas en train de contester, que ce sont ses collègues qui contestaient. Mais lui, il est venu faire... Il est venu vers l'arbitre parce qu'il a peur qu'on ne prenne une sanction contre lui dans sa personne. Donc, il est venu tout simplement dire à l'arbitre que lui, il ne contestait pas la décision qu'il faisait, que c'était ses collègues. Donc, c'est juste pour se déjuger par rapport à l'arbitre qu'il est venu. Donc, je suis allé vers lui. Donc, très bien. Toute l'équipe de Barracuda contestait. Moi, je ne suis pas arbitre, mais moi, cette règle-là, je la connais depuis. Quand un gardien repousse, mais il remet le ballon en jeu. Si c'est le poteau, là, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui tire. Franck, je crois que cette histoire d'arbitrage, il va falloir être un peu plus sérieux du côté du département d'arbitrage et également du côté de la commission des arbitres par rapport un peu à ce début de championnat. Il y a des formations qui se multiplient à chaque moment, à chaque saison à ces arbitres-là et que déjà en ce début de compétition, on constate donc ces dérapages. Lors du match entente de AS OTR, je crois que ce problème s'est également posé où le but de l'OTR a été accordé par le deuxième assistant.
le but de l'auteur parce que l'arbitre n'était pas bien en place pour accorder le but. Donc c'est l'assistant qui a accordé le but. Mais la même action s'est passée dans le camp de l'auteur et c'est le défenseur de l'auteur qui dégage hors de la ligne de but. Mais là, l'assistant n'aidait pas véritablement son arbitre central. Et donc, ça a été une contestation, mais par après, c'est vrai qu'il y a eu l'égalisation, mais je crois qu'il manque une certaine complicité entre les arbitres sur les assistants sur le terrain, parce que vous allez voir une action dans le champ de l'arbitre assistant, malheureusement, quand il y a faute, tu ne vois pas siffler, accorder la faute, mais c'est encore l'arbitre central de sa position qui vient siffler une faute bord de la ligne de tout. Je me dis qu'il n'y a pas de complicité entre ces arbitres-là. Vraiment, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Parce qu'un bon championnat, c'est aussi quand l'arbitrage est bien négocié. L'autre club également qui était en difficulté, qui a connu aussi une première victoire cette saison, c'est bien Asco. Ça a été difficile, mais c'est une victoire quand même face à cette équipe de Bikinti. Lambert Yao Amani. Après une première mi-temps où on a été nettement meilleur, une deuxième mi-temps on a été plus en réaction parce qu'on menait et les joueurs ont pensé plus à préserver cet acquis-là au lieu de continuer à acculer l'adversaire. L'essentiel c'était de prendre les 3 points, je leur dis bravo pour ça. Vous avez eu assez d'occasions, mais ça a manqué de réalisme. Ah ouais, ça manque de réalisme, ça manque de maîtrise de soi dans la zone de finition. Il va falloir s'améliorer dans ce domaine. Les occasions elles sont là, c'est-à-dire qu'ils produisent du jeu, maintenant après il faut être efficace. Il faut être efficace, oui, 1-0, suffisant pour avoir le sourire, parce que c'était compliqué après la défaite contre Doumbé, 0 but contre 2. Adika Komi, aïe aïe aïe, le retour en division d'élite est très compliqué, 0 point sur 9 possibles. Aujourd'hui, l'objectif, c'était au moins de partir avec un point. Mais au-delà de ça, on part avec une défaite. C'est vraiment écœurant. Et vu le jeu qu'on a produit, aujourd'hui, il n'est pas bon ton défaite. Et quand on voit le match dans son ensemble, il y a ce qu'on a joué, 7. Mais Bikinti aussi a dit c'est bon. Et on n'a pas désarmé. Il est bien qu'on a pris un but. Et à la fin de la première mi-temps, qui a un peu diminué les joueurs, mais qu'on est revenu, vous avez vu, avec des changements, ça a produit du jeu jusqu'à ce qu'on ne marque un but. Aujourd'hui, on n'a pas là-bas au Togo. Ça fait qu'il y a des buts que les arbitres refusent. Je pense que ce sont des choses qu'on doit revoir dans notre organisation. Et si le côté arbitrage. Franchement, je pense que nous jouons un championnat où vraiment toutes les équipes se valent. Donc il faut que les choses soient vraiment claires. Si tu tombes, tu sais que tu es tombé. Et si tu restes dans le championnat, tu sais que tu es resté parce que tu as produit tes efforts. Mais au vu de ce que nous voyons, en tant qu'observateur, en tant que technicien, c'est comme certaines équipes sont déjà un peu favorisées. Le score ne reflète pas le février de ce match. L'arbitrage déjà pointé du doigt, hein, c'est toujours compliqué. Adika, il n'a pas l'effectif pour. C'est ça qui lui complique la vie pour le moment. À avoir vu cette équipe en inaugural contre l'AC Barracuda. Ouais. C'était 2-1. Oui, 2-1. Mais on a aimé la réaction, surtout en seconde période de Bikinti. Mais ça, c'est juste sur un seul match. Le championnat, c'est sur 30 journées. On a vu des joueurs comme Fichalouz Ouro-Gezere, Gustave Yeboah. Pardon? Mais non, je pense que l'effectif n'est pas encore là. Et je suppose aussi, hein, je peux me tromper, que là on est en train d'aller vers une découverte. C'est-à-dire que ces joueurs-là sont en train de découvrir la première division où on a des équipes qui ont déjà l'habitude de jouer ce genre de match. Gustave Yeboah, lui, il a l'expérience avec Maranatha, dans une autre équipe, Togo aussi. Et puis ils ont recruté aussi. Il y a aussi le joueur de l'étoile filante, Djamabadi. Bon. Ils ont pris 3 joueurs de Semassi. Oui, justement. Voilà, Djobo Hamza, Kalou, et Kochekou. Et puis il y a également Ouro Djeri Kililou. Oui. Donc, ils n'arrivent pas pour le moment à trouver les meilleures combinaisons. Les meilleures combinaisons, la cohésion n'est pas forcément au rendez-vous. En première journée, ils ont joué à Barracuda, qui reste une équipe ambitieuse. Deuxième journée, ils ont joué contre Kakade, qui n'est pas un petit morceau, parce que voilà, Kembe, on sait très bien ce qu'il produit là-bas. Il est là face à Lasco. Adika, je le connais très bien. S'il commence déjà à parler comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ce match-là. J'y étais pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il faut vraiment qu'on y mette du sérieux dans la gestion des matchs par les officiels de match. J'ai lu un communiqué. Justement. Je me dis, est-ce que ça n'explique pas aussi, parce que j'ai lu un communiqué après 3 journées. Après 3 journées, on parle argent déjà, hein, au niveau de Bassa. Quand on lance, voilà, un SOS. Ils ont parlé de SOS pour une quête. Un peu comme Espoir l'avait fait entre-temps. On demande même comment 1000 francs. préparer la saison? Voilà, alors que cette équipe, on a parlé de 40 combien de millions
qu'on a dépensé la saison dernière pour arriver en première division. Et on arrive en première division parce qu'une chose est d'aller en haut, mais une autre est de rester, d'y rester. Mais là, vous arrivez en première division et après 3 matchs déjà, on crie déjà. On parle des primes de signature non encore véritablement payées. Et vous voyez, ça, donc, pas bon. les joueurs n'ont pas véritablement. Et là, parce que c'est ça souvent, Bikinti. Et on parle du Grand Bassar. Bikinti arrive, mais Bikinti repart de sitôt. Il faudrait qu'il prenne déjà le taureau par les cornes. Le président Bati Gounéa là... du pain sur la planche. Hein. Il va falloir travailler. Et on va parler d'un autre match maintenant. Ce match qui a eu lieu au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Roméo, vous avez parlé d'un bon rendu des deux clubs. Mais à l'arrivée, c'est 0-0. Triste 0-0 entre les deux équipes. Je pense que l'équipe qui méritait de gagner ce match, c'est Espoir d'Igia. On a vu une équipe vraiment joueuse. Ce que Théophile Bola propose au niveau de Thiédier, c'est intéressant. Maintenant, je me dis que cette équipe doit être plus lucide, surtout en attaque. On ne peut pas avoir plus de 5 occasions nettes de but et ne pas marquer. Ça, c'est pas bien. Et si l'entraîneur, par moment, dit que voilà, c'est l'adversaire qui ne produisait pas du jeu, je lui ai demandé, mais l'adversaire ne produit pas du jeu, certes, mais vous avez eu plus d'occasions que l'adversaire. Pourquoi ne pas marquer? Et là, il dit que la faute, c'est à lui. C'est parce qu'il n'a pas encore travaillé ce secteur. Et donc... il est en retard. Hein. Non, mais là, qu'est-ce qu'il vient chercher dans le championnat? Mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans le championnat quand il dit qu'il n'a pas encore travaillé ce secteur-là? Vous avez des attaquants comme Tengue Kossi Yves, comme Coco Aziadou. Ils sont tous là. Mais écoutez... Non, il a dit qu'au Togo, en réalité, ce qu'on appelle pré-saison, c'est des recrutements. La pré-saison se fait en championnat. Ça suppose qu'il est dans sa pré-saison. Ce qu'il a eu à faire, c'était des recrutements. On sait que c'est quelqu'un qui c'est un beau parleur. Écoutez, la dernière fois, c'était l'équipe adverse qui a joué à l'ancienne, à la villageoise. Hier, aujourd'hui, il dit que l'équipe en face n'a rien proposé. Mais voilà que tu as proposé quelque chose. C'est ça, ses analyses. Je crois qu'il va falloir que Théophile Bola se concentre beaucoup plus sur son travail, sur son équipe. Il faut qu'il se concentre sur son terrain au lieu de s'occuper de l'adversaire. C'est prometteur ce qu'il a montré. Non, c'est prometteur. C'est une équipe joueuse. Ça, il faut lui dire. Espoir a pris la direction du match. Et M. Bako Bawa a reconnu la supériorité d'Espoir, surtout dans la production du jeu, puisque ces éléments n'ont rien donné. Hein. Il a oublié qu'il avait en face de lui un stratège. En première journée, Espoir a dominé, par exemple, AS Binan, à Kara. C'est Espoir qui a dominé le match. Mais Espoir a perdu le match à Kara, malheureusement. Et un autre match dans la capitale, c'est ce match entre l'AS Auxerre et puis le Dynamique togolais. Qui n'arrive pas à gagner parce qu'on a changé un peu les choses. Rien que les militaires, dit l'entraîneur. Mais à l'arrivée aussi, c'est une nouvelle défaite pour Patumbi Liabé. Oui, Franck, sincèrement, il faut dire si véritablement le Dynamique togolais veut bien finir ce championnat, c'est-à-dire finir les 30 journées. Mais ils veulent finir, c'est pourquoi ils se sont engagés. Vous les voyez démissionner? Sincèrement. Ce sont des militaires de démission. Oui. Quand vous écoutez également l'entraîneur, il a dit, oui, je l'ai dit, en tant que bon militaire, il ne peut pas démissionner au bout de chemin, mais je crois que ça va être compliqué. C'est une équipe de Dito qui se cherche, qui n'a pas, je ne dirais pas d'ambition. Est-ce qu'il ne fonctionne pas comme un moteur diesel? Non. Vous ne pensez pas? Il manque beaucoup de cohésion à cette équipe parce que la transition de la défense en milieu de terrain, du milieu en attaque, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est vrai qu'on a des joueurs, quand vous prenez ces joueurs-là, c'est vrai que c'est des joueurs qui ont joué le championnat militaire, les policiers, les gendarmes, les bérets verts, les bérets rouges, ils sont là. Mais je crois qu'il y a, tout d'abord, je me demande comment est-ce que Dito a préparé cette saison-là. Combien de temps Dito a pris pour préparer ce championnat? Ils ont joué un match amical contre JCA. La JCA, ils ont également joué contre, je crois, Olympique de Vaud. Ça fait deux. Voilà. Et donc, le troisième, il est où? Et aujourd'hui, il manque véritablement cette cohésion-là au sein de cette équipe. Individuellement, oui, il y a Agoro Ryan sur le côté gauche. Il y a également Alassane Djen. Le numéro 4. Le numéro 4, un très bon joueur, mais malheureusement qui est très mou dans les actions. Il y a également Agbanda Deena, ces joueurs-là qu'on connaît dans le championnat, mais seulement qu'il manque véritablement cette cohésion pour cette équipe. Maintenant, face à l'AS Auxerre, ce n'est pas véritablement ça. Il faut savoir aussi que l'AS Auxerre n'a pas vite préparé cette saison parce qu'on ne savait pas si véritablement
véritablement on a participé au championnat. Donc ça fait que la préparation, ce n'est pas véritablement ça. Mais hier, en première période, dans les 10 premières minutes, l'OTR pouvait mener par 3-0 si Ouro Nimini Nazif avait concrétisé toutes ses occasions. Des face-à-face où il a même dribblé le portier. Il était inefficace. Il était inefficace et malheureusement, il n'a même pas fini la partie. Il n'a même pas fini la première période puisqu'il était entre-temps touché. Donc je me dis que oui, hier, la SOTR a gagné, mais c'était également par quel but? Un but contre son camp, parce que là, il y a eu une incompréhension entre le gardien et le défenseur Nissao. Et finalement, le défenseur qui va marquer contre son camp. Beaucoup de choses, il reste encore beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que Patoubi l'a dit que ce n'est que la 3e journée et que d'ici 5 ou 6e journée, peut-être que son équipe va prendre, mais ça va être compliqué. On verra bien. On peut avoir deux bords. Deux bords, c'est que le premier bord, c'est que Dito sombre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ce sera plus fort qu'ils ne vont pas pouvoir se relever. Parce que voilà, c'est des militaires, ils sont recrutés pour assurer la sécurité. Physiquement, ils vont sombrer jusqu'à la fin. Ça, c'est le premier bord. Et je leur souhaite pas cela. Mais l'autre bord, c'est qu'ils puissent peut-être fonctionner comme un moteur diesel, comme vous le dites, parce que l'automatisme n'est pas là, la condition physique n'est pas là, et qu'au fil des journées, que ça puisse prendre, parce que je me dis, Dito peut-être ne joue pas aussi le continent, c'est jouer pour rester en championnat. Oui, mais là, il va falloir que cette équipe se renforce. Il va falloir que cette équipe se renforce. À la mi-saison, il va falloir que cette équipe se renforce parce que là, si on ne recrute pas des joueurs de civils, oui, mais il faut au moins des militaires béninois. Non, mais il faut des joueurs civils. Je ne dis pas d'aller chercher. Plus jouer avec les joueurs civils. Forcément, il faut recruter parce qu'il faut au moins 25% des joueurs non militaires pour quand même permettre à cette équipe d'asseoir un jeu. Normalement, il devait aller mollo. Grégoire a raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester 100% calé dans ce système-là. Parce que les militaires, d'abord, c'est un championnat militaire. Ce sont des fonctionnaires. Ils préparent le sisme, peut-être. Aujourd'hui, les gens sont encore au boulot. Oui, ils sont pas compétitifs comme des joueurs qui sont sur le terrain. Donc, je crois que Patumbi a besoin des joueurs nantis qui ont l'expérience de la première division. Sinon, moi, je crois qu'ils vont tout droit dans le mur. Très bien. Avec ça, ils ne peuvent pas arriver. Il faudra qu'on donne les moyens à l'entraîneur d'avoir des joueurs. A dit qu'il leur souhaitait l'autre bord. L'autre bord, il y a une chanson comme ça. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. C'est le nouvel livre Dito. Voilà, et c'est ça. On va d'ailleurs écouter Patumbi Liabé. Bon, je peux dire que c'est le début. Comme je l'ai dit l'autre fois avec Malimé, c'est la première fois qu'on voit une équipe militaire 100% au niveau du championnat D1. Je pense que sur l'apprentissage, 3 matchs, c'est pas encore grave. Nous allons encore rentrer, encore 27 journées. Nous allons travailler pour corriger ce qui n'a pas marché les 3 dernières journées. Oui, coach, il manque beaucoup de choses dans cette équipe-là. Vraiment, le haut niveau, c'est sympa de l'amusement. On ne quitte pas un matin pour jouer le haut niveau. Il faut travailler, il faut préparer. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. 90% voire 100% des joueurs sont des militaires et ils n'ont jamais joué ni la D2 ni la D1 et ils sont venus en D1. Ça serait très difficile, mais je pense que c'est un peu impossible. La lucidité, l'optimisme et la confiance de Patumbi Liabé par rapport à son club. Sinon, il dit que Dito ne va pas descendre il n'y a pas de problème. Il dit qu'il y a d'autres clubs qui avaient bien démarré la saison dernière, qui ont aligné 4 victoires affilées, mais qui se retrouvent aujourd'hui en 2e division. Très bien, Voilà. On a encore quelques minutes, on va parler du derby thème qui est allé au grand frère, on peut le dire. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut noter au sortir de ce derby thème? Oui, on note la victoire, la première victoire de la saison pour Semassi. Négocié. Vous savez, non. Vous savez, depuis 3 saisons, voire un peu plus, les derby thèmes se soldent par des nuls. Voilà, il fallait quand même arrêter ce qui devenait une monotonie. Il fallait qu'Unisport gagne ou que Semassi gagne. Le public était clair. Ça suffit des matchs nuls. Il fallait que quelqu'un gagne. Et hier, on a vu quand même un match bien disputé. C'était cela d'abord. Ça n'a pas été ennuyeux. Ça a été 2 équipes qui ont joué avec Semassi qui perd un joueur à 15-20 minutes de la fin du match. Voilà, le défenseur central
central Agoro Matouf qui a écopé d'un deuxième carton jaune qui sort. Ça a jeté un vent glacial sur le stade municipal de Sokodé qui était rempli à 80-90%. Et souvent, vous savez, le public est partagé entre Semassi et Unisport. Mais quand vous prenez ce public, sur 10, vous allez voir que 8 supporters Semassi de Sokodé. Parce que d'ailleurs, les supporters d'Unisport sont aussi des supporters de Semassi. Mais curieusement, c'est après avoir été réduit à 10 que Semassi est allé chercher ce but-là égalisateur avec l'inévitable Sebabi Yazidou, une passe depuis la but défense. Victorieux. Le but victorieux. Oui. Le but victorieux. Il faut dire que le derby a commencé à 13h avec une grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Sokodé. Depuis pratiquement un mois, il n'a plus... la pluie n'a plus... le derby qui a appelé la pluie. Le derby, a invité la pluie. Et vous savez, on dit souvent qu'après la pluie, c'est le beau temps. Donc globalement, c'est mérité comme victoire. Mérité, très mérité, même si Unisport avait également des possibilités pour pouvoir aussi gagner ce match. Mais Semassi amplement a mérité donc, cette victoire-là. Très bien. Ça fait à la première journée 18 buts de marquer. Après, c'est 14. Ouais. Et pour hier, on a eu du mal à avoir des buts. Ah, oui. C'est 10. Ça descend. Ça va remonter. Ça va remonter. Voilà. C'est qu'au début, les défenseurs n'étaient pas vite réveillés. Maintenant, ils sont prêts. Au fil des journées, voilà. Ils se réveillent. Voilà, donc la situation, on va faire très rapidement, on va proposer aux auditeurs le calendrier de la 4e journée. Qui vient bientôt, le week-end à venir, avec pas de match, on a dit, pas de match à Lomé. Il n'y a pas de match dans la capitale. Et ça commence le vendredi avec un match entre Kakadel et puis la CIE Barracuda, là-bas à Kara. Et puis 2 matchs à suivre samedi après-midi, Kara, ASK Unisport. Oh. Oui, il y a match. Et puis l'autre match du samedi à Sokodé, c'est bien Bikinti, OTR. Et puis le reste des matchs dimanche. On a toujours à Kara, ce match entre Asco et Entente 2 à Sokodé, c'est Massi Gomido. Ah oui, c'est un match. C'est un match. Le déplacement s'impose. Le déplacement s'impose. Il semble que Asco est tombé à Sokodé, ASK est tombé à Sokodé. Gomido est bien averti. Très bien. Donc, attention, à Thévier, on aura Espoir Doumbé. À Takpamé, il y a ce match aussi entre Tambo et Esbina. Et puis à Nani Chardé, on aura également ce match entre Goulouissou et Dynamique Togolais. Oui, voilà, qui ne voyage pas en confiance. Hein. Je voudrais dire à Latif de bien préparer ce match parce qu'à Palimé, on a pris toutes les dispositions. Hein. Ah bon? Les promesses ont été faites. Oh là là, vous jouez désormais pour... Très bien. Très bien. Il vous avertit. Le calendrier de l'acte 2 de la D2, on a dans la poule A, mercredi, Maranatha contre JCA, Étoile filante, Olympique de Vaud municipal, Arabia, Ange, Tabligbo, Agaza, Asfosa, Agbosimé. Et puis dans le groupe B, la poule du Nord, on a donc ce match entre TAC et CDF Aknour, Sarah, Koroki, Ifodje, Arsenal. Attention, Agoua joue contre Fouadan. Voilà, c'est le programme de la 2e division, l'acte 2. Oui, merci de nous avoir suivis. Merci Prosper Agboklou, merci Roméo Etor, Latif Irouma, Angelo Folikoé, Grégoire Attignon, Théo Ajavon. À bientôt.